On avait fait l'acquisition d'une technologie en Suisse. Et puis, cette technologie-là, mais finalement, eux ont fait faillite. Fait que nous, on a décidé de continuer de l'avant. Et cette technologie ne fonctionnait pas. Fait que ça nous a pris 2 ans pour la faire fonctionner. Fait que ça, c'était des moments, là, je te dirais, là, l'actionnariat à ce moment-là avec le groupe, ça a été difficile. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre vidéo podcast Meilleur humain, meilleur monde. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Monsieur Jean-Luc Lavergne du groupe Lavergne. Également avec nous mon associé et mon co-animateur Normand Chadwick. Et je me présente, mon nom est Tristan Laliberté. Normand et moi sommes tous les deux de l'entreprise cabinet de services financiers Diversico Finances Humaines. Alors, encore une fois, l'objectif de ce vidéo podcast, c'est que ce soit quelque chose d'intéressant pour les entrepreneurs à écouter le matin puis entendre un peu l'histoire des entrepreneurs du terroir québécois autour de nous, qui est différente de celle de ce qu'on peut acheter en librairie, des biographies de Bill Gates ou d'autres grands entrepreneurs comme ça. Alors, Jean-Luc, merci beaucoup de nous permettre de te rencontrer, de nous offrir ton précieux temps. S'il y a une chose que les entrepreneurs n'ont pas, ou en tout cas on peut, c'est du temps. Alors, c'est vraiment apprécié ta présence ici aujourd'hui avec nous. Ça me fait plaisir, puis merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, Jean-Luc, la première chose qui nous a fascinés puis nous a fait un peu sourire, je pense que ça va être une bonne façon de briser la glace. On dit souvent que les meilleures idées des entreprises se passent dans le garage. C'est ça le début. Il y en a d'autres qui disent qu'ils ont leur meilleure idée sous la douche. Et puis toi, ce qu'on a lu, c'est que ta meilleure idée, c'est dans un bain qu'elle a eu lieu. Peux-tu nous parler du début là, du groupe Lavergne à 23 ans et la baignoire? Oui, effectivement. C'est pas que j'étais dans le bain, mais c'est que j'ai créé un système de lavage. Donc, ça ressemblait à un spa dans le temps, tu sais, c'est avec les moyens du bord. Donc, j'avais vraiment créé ça répète aujourd'hui des spas que tu vois quand on va se baigner dedans, là, on va se créer ça pour faire bouger les contaminants du plastique pour les décontaminer. Et puis, c'est de même qu'on a commencé. Fait que la première produit que je me rappellerai qu'on a fait dans le temps, dans ce fameux bain-là, c'était les petites copes à lait, là. Tu sais, les petits copes à lait, les crémeurs, là. Tu peux t'imaginer en plein été qu'est-ce que ça sent, ça, quand ça a caillé pendant quelques semaines. Fait ça, c'était les premières épreuves qu'on avait à faire. Fait que en plus de créer le système, on a aussi s'est amusé à voir c'était quoi du recyclage de plastique de tout genre. Fait qu'écoute, ça, on remonte à 1984, là, si j'ai bien retenu ce que j'ai lu sur le site, à peu près. C'est bien ça? Oui, exactement. Exactement. En fait, on dit qu'officiellement, l'entreprise, c'est en 86, mais il y a eu 2 ans non officiels, là. À peu près ça, 84 qu'on est parti. Je suis parti dans ce temps-là, je savais même pas que c'était pour être une entreprise. Tu sais, il dit PME, moi, ça aurait été très, très petite PME, tu sais. Ouais. Et puis là, écoute, on parlait avant même de te rencontrer, moi puis Normand, on échangeait un peu là-dessus, puis on essaie de se projeter dans le passé, 1984, l'écologie, le recyclage, puis des problèmes de cette nature-là que tu entreprends. En gros, il n'y avait pas grand-chose qui existait, là. De où t'es venu toutes ces idées-là? Ah, effectivement, si tu prends aujourd'hui par rapport à 84, il faut être un petit peu naïf, si on peut dire ça de même, là, d'arriver et de dire qu'on va réussir à faire ça. Moi, je travaillais pour un distributeur de plastique à ce moment-là. Et puis, j'avais eu une offre pour aller travailler aux États-Unis, mais malheureusement, j'étais pas tout à fait à l'aise avec le patron que j'avais. Fait que grâce à lui, en fait, je pense que je peux vous dire ça aujourd'hui. J'avais été voir une faillite, une entreprise qui fermait ses portes, la Coleca, qui faisait des jouets dans le temps, il y a plusieurs années. Et c'est là que j'ai dit, tiens, je vais m'acheter un petit granulateur pour partir ça, puis on va commencer à recycler le plastique. Donc, c'est sûr et certain qu'en ces années-là, tu n'as pas ce que tu as aujourd'hui. On ne peut pas s'imaginer de l'ampleur de ce que ça prend aujourd'hui. Mais moi, je voyais ça comme un avantage de pouvoir prendre des produits, tu sais, tu voyais des produits qui traînaient un peu partout, prendre des produits, les récupérer, puis de les traiter. Je peux pas dire que ça s'est passé si facilement que ça, là. Les années ont été quand même, ont amené beaucoup d'expérience, mais beaucoup de défis à surmonter. Est-ce que même avant l'âge de 23 ans, tu sais, si tu regardes dans ton passé, la première fibre entrepreneuriale où t'étais-tu un patenteux, un inventeur, parle-nous donc un peu là, tu sais, de ce qui se passe avant 1984. J'aime le nom patenteux. Tu sais, j'étais un gars très débrouillard. Fait que j'étais peut-être pas un gars super mécanique, mais j'étais quand même, tu sais, changer des moteurs dans ma voiture, puis tu sais, les choses de même. Fait que j'ai tout le temps été assez manuel.
me suis quand même démené là-dedans. Puis aussi, il y a une question de créativité, tu sais. Un peu comme un de mes anciens collègues, partenaires d'affaires avec qui j'étais, il aimait ça, faire le bec, bâtir, ériger, écrire. Fait que j'avais ça dans le sang depuis très jeune. En fait, l'entreprise, quand j'ai fondé l'entreprise, je savais, mais en fait, au début, je savais même pas que ça pourrait être une entreprise. Ça fait que je pourrais pas me dire, tu sais, voici seulement que ça se passe. Moi, j'ai fait 4 ans de cégep, donc 2 ans en sciences pures puis 2 ans en électronique, mais j'ai jamais terminé. Donc, j'avais pas l'affaire comme telle, mais j'avais l'idée de vouloir faire quelque chose. C'était ça que j'avais comme en début, OK. quand j'ai commencé. Est-ce que Jean-Luc, tu avais dans ta famille des exemples ou même près de toi dans ta communauté un mentor ou une image là, qui t'inspirait pour dire ben écoute, c'est possible avec cette personne-là, c'est aussi possible pour moi, là? J'ai probablement du côté de ma mère, j'avais mon grand-père, mais j'étais trop jeune à ce moment-là. Fait que je pourrais pas dire que c'est à cause de ça. Non, je pourrais pas dire que j'avais à ce moment-là quelqu'un qui m'a poussé à faire ça. C'est plus au courant des années que c'est arrivé par la suite. J'ai rencontré d'autres personnes depuis que je suis en affaires. Mais au début, quand je suis parti en affaires, non, c'était assez spontané. Là. C'était pas, j'avais pas quelqu'un qui me poussait à faire ça. Non. OK, donc ta fibre est venue de où finalement? C'est de fil en aiguille, c'est apparu tout naturellement, ta fibre entrepreneuriale, ou il y a eu un élément déclencheur, comme on dit? Ben, l'élément déclencheur, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, pour être poli, le patron que j'avais à ce moment-là était un petit peu patron un peu spécial. Oui. Spécial à un point tel que dire je continuerai pas dans cette aventure-là. Donc ça, c'était la première poussée qui m'a lancé là-dedans. Puis aussi, vu que j'avais pas de diplôme, j'avais été interviewé, puis là, je n'aimerais pas la compagnie, mais le groupe, mais j'avais passé toutes les entrevues. À la 3e entrevue que je devais être embauché et tout, ils m'ont demandé, ils avaient oublié de me demander mon diplôme, puis j'avais pas de diplôme. Donc, j'ai pas eu l'emploi. Donc, ça m'a forcé à dire, il faut que je fasse quelque chose. Je pense que c'est un déclencheur probablement subconscient. C'est drôle aujourd'hui pour cette entreprise-là, ben, on compétitionne contre et puis on est bien content d'avoir eu beaucoup de business. Puis c'est complètement drôle de dire ça, mais c'était pas voulu, mais c'est arrivé comme ça. Et pour les non-initiés, là, Groupe Lavergne, qu'est-ce que ça fait? Vous êtes rendu où aujourd'hui? Qu'est-ce que ça fait? Oui, c'est ça. Nous, notre slogan, c'est on rend le plastique circulaire. Donc, ce que l'on fait, nous, c'est qu'on prend les produits de fin de vie. C'est sûr qu'on a des créneaux bien spéciaux. Un des produits qu'on prend de fin de vie, c'est les serre-peu à rien, les compositions que tu arrives des ordinateurs, des télévisions, des réfrigérateurs, des choses comme ça. Nous, il y a des partenaires qui, eux, récupèrent le métal et nous, on prend le plastique d'eux. Fait que nous, on prend ce plastique-là, il passe à travers nos procédés et on les retransforme en matière première qui vont faire d'autres produits. Donc, nous, on remplace la matière vierge pour faire des applications de tout genre dans l'automobile, électronique, appareil électroménager, petits appareils, machine à café, des choses comme ça. C'est ce que l'on fait. Tu mentionnais tantôt qu'au départ, c'était pas une business, un peu on partait de la baignoire à 23 ans. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que c'était une business et que ça avait du potentiel? En fait, le potentiel, il faut dire aussi que, tu sais, là, je recule à plusieurs années, là, tu sais, 84 à 86, tu sais, on travaillait, c'est simple, on n'avait rien, là. J'avais même pas de bureau, j'avais loué un entrepôt dans un local qui avait des bureaux, puis eux se servaient pas de l'entrepôt, donc j'avais environ 5000 pieds carrés, puis mon bureau, c'était la toilette, là, tu sais, 3 par 3, là, à peu près, là, tu sais, petite toilette qui était là-dedans. Donc, pour moi, c'était, bon, seulement qu'on avait commencé. Plutôt qu'en 86, parce que pendant que j'avais mon entreprise, je travaillais aussi pour une autre entreprise. Donc, j'avais vraiment 2 jobs. Et puis, c'est là-dessus que j'ai commencé à regarder. Je disais, oh, peut-être que ça vaudrait la peine de commencer à s'incorporer et de faire ça. Donc, c'est pour ça qu'en 86, on a eu l'idée de s'incorporer et commencer l'entreprise comme ça. Okay. Fait que c'est en 86 que c'est devenu pour vrai un plan d'affaires, dans le fond. Là. Ouais, là, je veux dire, là, je m'en vais en affaires. C'était ça. Okay. Fait que c'est sûr, il y a quand même la crainte parce que, tu sais, les premières années, ben, écoute, le salaire, il n'y en a pas. Une chance que j'avais un duplex que j'avais transformé en triplex. Fait que mon loyer, moi, j'étais pas cher parce que j'avais réussi à payer à travers mes locataires. J'avais réussi à payer quand même mon propre, tu sais, l'hypothèque, il n'était pas énorme par rapport à ce que j'avais à payer. Donc ça m'a quand même beaucoup aidé. Puis, écoute, c'était quoi, 24 heures, 8 jours par semaine. C'était ça qu'il fallait faire. Ouais. À ce moment-là, est-ce que tu es déjà en couple ou c'est venu par la suite?
Non, j'étais en couple avec à ce moment-là. D'ailleurs, ma conjointe à ce moment-là m'a quand même aidé aussi à partir, à faire de la comptabilité et tout ici. Malheureusement, nos chemins se sont séparés il y a environ une vingtaine d'années. Encore une Uh-huh. bonne relation, c'est la mère de mes 4 enfants. Oui. Donc, mais c'est elle qui m'a quand même aidé au début, tu sais, quand on parlait de comptabilité, des choses comme ça. Elle avait un gros salaire de zéro. Ça aidait beaucoup aussi. C'est un peu ça qui nous a aidés à partir. Tu as mentionné que tu as 4 enfants. Et avant l'entrevue, tu nous as mentionné qu'il y en a 3 des 4 en plus qui ont suivi un peu tes traces, si on veut, ou du moins qui sont impliqués dans l'entreprise familiale. Parle-nous donc un peu de comment que ça s'est passé. Ouais, c'était pas prévu de même. Puis quand je dis suivre les traces, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé parce que moi, j'ai tout le temps eu de la difficulté avec les deuxième, troisième générations. Tu entends souvent les entreprises, une fois que ça part, les dangers ou les échecs par rapport à ça. Fait que pour moi, c'était quand même pas, c'était pas un naturel de dire que mes enfants vont joindre à moi. Ce qui est arrivé, c'est que les enfants, ça continue, ça évolue. Puis tu sais, j'en ai un, le plus vieux, lui, il est très, très manuel. Lui, il est manuel, mais il est bon. Moi, avant, j'étais comme plus, tu sais, j'étais plus butcher. Lui, vraiment, là, il fait un job, il est excellent, extraordinaire. Donc, à Il cet est moins effet, patenteux que le père, c'est ça? lui, il est pas tenteux, mais comme faut. Comme il faut. Puis, tu sais, il a fait ça. Fait que ça, tu sais, le début, c'était le plus vieux qui a commencé avec ça. Fait qu'il travaillé dans une entreprise que j'étais propriétaire, qui n'était pas le groupe Laverne, j'ai d'autres entreprises. Là. Et puis, ça t'a fait pendant un certain temps. Donc, on voyait que il prenait goût à ça, si on peut dire. Fait que lui, c'était le premier à aller là-dedans. Le deuxième, mais lui, c'est tout à fait différent. Le deuxième, lui, c'est plus, lui, il utilisait plus en marketing, des choses comme ça. Donc, l'aspect développement, la marque d'image, tout ça, ça commençait à prendre forme. Fait qu'il s'est joint à nous à ce moment-là sous la direction du marketing. Aujourd'hui, ben écoute, il a fait un petit pivot vers les ventes. Fait qu'aujourd'hui, il a vraiment, lui aussi, il est sur son X, là, il est vraiment dans les ventes. Il s'occupe de développer le marché en Europe. Lui, il est basé en Belgique. Donc, c'est ça. Puis le troisième, lui, en fait, puis les deux autres enfants, le premier a eu un DEP en électromécanique. Johan n'a pas non plus gradué, malheureusement. Je leur disais, c'est pas parce que votre père est pas de diplôme, vous devriez en avoir un, c'est important. Après ça, on peut faire ce qu'on veut. Mais malheureusement, il fait ce qu'il peut. Hein. Mon troisième, par contre, lui, est à l'université à Concordia, puis il a gradué en finance. Et lui aussi s'est joint à l'entreprise. Il a rencontré à ce moment-là notre CFO. Puis, on voyait qu'il y avait une belle opportunité pour lui de pouvoir prendre des galons, mettons, apprendre un peu chez nous. Et puis, pas longtemps après, même, on lui a proposé de se déporter, si on peut dire, de s'envoyer au Vietnam, à notre autre usine là-bas, pour qu'il puisse bâtir, avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on a ici, qu'on n'est pas capable d'avoir. Fait qu'on est en train de bâtir tout notre centre payable, contre recevable, puis même customer service, on est en train de bâtir ça là-bas. Et c'est lui qui est parti là-bas. Donc, les trois sont dans l'entreprise. Le quatrième, lui, a décidé d'aller comme agent de bord. C'est très pratique parce qu'on a des rabais quand on voyage. Fait que c'est quand même un avantage. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'ils sont quand même placés comme ça dans un contexte pour, tu sais, normalement, j'aurais aimé qu'ils aient fait un peu de travail ailleurs, mais dans la plupart des cas, ils sont rejoints avec nous, quand même assez jeunes dans leur développement d'affaires. Par contre, c'est très important à dire, moi, j'ai une entreprise, pas nécessairement familiale, j'ai une entreprise avec de la famille dedans, parce que j'ai quand même d'autres joueurs clés. Et mes enfants n'ont pas de poste comme tel avec des responsabilités, avec des gens à leur charge aujourd'hui. Pas que ça arrive, ça ne changera pas, mais c'est ça. Fait que ça a aussi une différence. Ça a du bon, du moins bon. Mais ils ont encore à faire qu'ils fassent encore leur preuve, qu'ils puissent monter dans l'entreprise. Est-ce Je comprends. qu'ils sont prédestinés à être actionnaires ou pas nécessairement? Ben, en fait, c'est une bonne question. Moi, je vois ça un peu venir, puis vu que ma grande appréhension pour les deuxièmes générations, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un conseil de famille. Il y a Oui. environ à peu près un petit peu plus qu'un an et demi. Et j'ai un coach qui nous aide un peu à travailler avec nous pour démontrer ça. Fait, puis un apprentissage aux enfants pour leur expliquer c'est quoi. Donc, ça, pour moi, c'est la base à expliquer aux enfants qu'est-ce que c'est une entreprise, qu'est-ce que moi je fais, parce que, tu sais, souvent, au début, papa, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, c'est qu'il parlait au téléphone, mais il travaille pas fort, papa, parle tout le temps au téléphone, tu sais. Aujourd'hui, je pense que ça a changé un peu, ils ont compris plus qu'est-ce que je fais, mais c'est vraiment important de faire ça. Fait que moi, si c'est mon opinion par rapport à ce que je fais présentement, je vois des grands bénéfices parce que le coach en question me disait, c'est toi, Jean-Luc, tu aimes tes enfants tous pareils, mais les enfants ne s'aiment pas nécessairement tous pareils un envers les autres. Donc, c'est une plateforme qui est quand même structurée, qui nous permet de parler et d'avoir des conversations. Donc, l'actionnariat est pas là,
j'ai créé une fiducie. C'est sûr qu'à un moment donné, on disparaît de la Terre, fait qu'à un moment donné, il y a des choses qui peuvent se passer. Mais au-delà de ce qu'on peut faire, moi, je vois bien que si les enfants veulent continuer à aller de l'avant, ça me ferait plaisir de partager ça avec eux, naturellement, avec l'évolution puis leur dédication, parce que si c'est beau là, qu'ils soient en entreprise, c'est pas parce qu'ils s'appellent Lavergne qu'ils sont en entreprise, c'est parce qu'ils travaillent. Et ça, c'est pour moi, c'est un must. C'est important qu'eux fassent leurs preuves. Ils ont chacun des fonctions différentes. Ils ont aussi des responsabilités différentes. Ils ont des payes qui sont différents par rapport à leur job. Fait qu'ils ont aussi la compréhension qu'ils doivent avoir par rapport à ça. Donc, pour moi, je crois beaucoup à cette façon-là. Fait que le fait d'avoir créé ce fameux conseil de famille, cette plateforme-là, ça nous permet d'avoir cette place, une fois par trimestre, de parler de choses par rapport à l'entreprise. Donc, si on parle d'actionnariat, des choses comme ça. As-tu d'autres membres de la famille élargie qui sont chez toi ou ça se limite à tes fils? Non, j'ai des employés qui sont là depuis longue date. Comme Martin, lui, est là. C'était le premier employé qu'on a embauché qui était encore avec nous. J'avais vendu une entreprise à un moment donné. Il est allé travailler pour cette entreprise-là, puis il est revenu. Mais à part que ça, non, j'ai aucune famille, j'ai aucune autre famille qui travaille dans l'entreprise. Membre de la famille ou proche ou OK. de distance. Puis qu'est-ce qui fait qu'on en arrive un jour à penser qu'on a besoin d'un conseil de famille, où on va chercher cette ressource-là, comment tout ça est arrivé là, pour toi? En fait, moi, je fais partie d'un groupe qui s'appelle QG100. Puis on parle de relève, on parle de toutes sortes de choses. Et c'est là que j'ai entendu à travers d'autres entrepreneurs qui avaient fait ça. J'ai trouvé l'idée super bonne parce qu'encore là, le conseil de famille, pour moi, c'était le début de conversation avec mes enfants. Les enfants ne savent pas tous les investissements que j'ai, c'est pas tout ce que j'ai fait. Fait que c'était comme une plateforme qui m'a permis de mettre les choses, de mettre les choses claires. Fait que pour moi, je pense que c'est un point important, surtout que dans mon cas, je n'ai pas un, j'en ai plus qu'un dans l'entreprise présentement et dans des fonctions différentes. Et moi, mon hantise pour les deuxième, troisième générations, je trouve que c'est bon de les préparer comme ça. Fait que moi, je trouve que c'est une très bonne méthode de les impliquer à faire comprendre qu'est-ce que c'est dans une structure. C'est une structure d'avoir ça, ce conseil de famille-là. Puis, autre question un peu dans le même sujet, tu sais, relève. Fait que là, tu en as 3 de 4. Une des hantises qu'on entend beaucoup, je sais pas si je serais intéressé de t'entendre, là, tu sais, si t'es à l'aise avec ça, mais comment on rebalance tout ça après avec celui qui a pris un autre chemin, tu sais? Donc, c'est une très bonne question. C'est la raison pour laquelle aussi on a formé le conseil de famille. Et il est dans le conseil de famille. Il fait partie du conseil de famille. Et donc, on prend des décisions où est-ce que les gens participent. Malheureusement, son emploi, des fois, l'oblige qu'il peut pas faire partie de la réunion parce qu'il doit partir parce que il travaille pour agent de bord. Donc, des fois, c'est pas un horaire précis qu'il y a. Donc, il peut pas assister à toutes les réunions. Et c'est aussi la question qui nous a posée à un moment donné. C'est moi, parce qu'on parle dans l'entreprise, on est en train d'expliquer c'est quoi un EBITDA, c'est quoi, en général, toutes les informations. Fait que pour lui, c'est peut-être pas nécessairement important. Mais quand on lui a dit que c'était, écoute, on va prendre des décisions à un moment donné, si on a des dividendes à payer, est-ce qu'on en donne une à lui ou on n'a pas? Fait que c'est le genre de conversation qu'on a. Donc, on est en plein dans le vif de ce sujet-là, là-dedans, pour un qui n'est pas dans l'entreprise. Donc, c'est une décision qu'on va prendre en famille par rapport à ça. Tout à l'heure, comme j'expliquais, lui, il n'a pas de salaire, il ne travaille pas chez nous. Donc, ça, déjà, c'est une chose simple. Mais au-delà de ça, s'il y a des dividendes, est-ce qu'on en donne à lui? Est-ce qu'on en donne moins? Fait que c'est toutes des choses. Puis, je pense pas qu'il y a une bonne réponse, là. Je pense que la réponse, c'est de le faire d'une façon, moi, j'appelle ça la transparence à travers les enfants. Et je trouve que ça amène des sujets de conversation assez vifs à l'occasion, mais c'est une plateforme qui est quand même organisée, structurée, donc ça nous permet d'avoir des conversations et aussi ça peut baisser des fois les chicanes qui restent si on ne les arrête pas, ces choses-là, c'est ça. Ça en enlève ce mythe-là, si je peux dire. Très intéressant. Moi, je pense qu'effectivement, l'espace conversationnel et la transparence, c'est sûr et certain que c'est une clé. Bravo pour ça. Est-ce que tu mentionnais qu'il y a un coach, tu sais, qui vous aide? Est-ce qu'il y a d'autres mondes sur ce board-là, sur ce conseil-là, ou c'est vraiment... Ce qu'on a commencé à faire, c'est impliquer notre CFO, parce que ça amène aussi une vision encore plus grande. Ça fait aussi, c'est qu'éventuellement, le coach, la personne qu'on a embauchée, éventuellement, on n'aura peut-être plus besoin d'avoir cette personne-là ou ces personnes-là, ou peut-être des changements à un moment donné. Fait que moi, je veux que ce soit un conseil qui est quand même solide,
puis d'avoir du monde de l'externe qui font partie de l'entreprise, qui viennent partager ça. Moi, je trouve que ça aide beaucoup parce que ces gens-là aussi rentrent dans l'entreprise puis ils voient qu'est-ce que je fais par rapport aux enfants. Parce que, tu sais, les enfants, on dira ce qu'ils voudront, le nom de famille, en plus, c'est le nom de la compagnie, mais ça aide, mais ça nuit. C'est quelque chose que c'est un couteau à deux tranchants. Donc, pour ça, le fait que j'amène aussi une transparence par rapport aux individus clés de l'entreprise, je pense que c'est bon. Fait que, à l'occasion, je vais avoir des membres de l'entreprise qui vont se joindre pour écouter dans des sujets quelconques. Moi, qu'est-ce que je prévois faire éventuellement? Si on regarde, moi j'ai envie de revenir un petit peu dans l'histoire aussi. C'est T'aimes quoi, ça le bain, hein, disons? toi? T'aimes ça le bain, Pardon? hein? T'aimes ça le bain? On va aller à quelque part entre le bain et aujourd'hui. Si tu veux identifier avec du recul les points tournants de la business, soit des points tournants vraiment comme des jump up et ou des points de breakdown, des points de challenge problématiques qui visiblement vous avez réussi à passer au travers, mais tu sais, quelques éléments clés du parcours, j'aimerais entendre ça. Mais je pense que le point, si tu regardes ce qu'on a fait comme entreprise, c'est beau, là, tu sais, que ça soit fait dans un bain, mais éventuellement, il faut que tu t'entoures de personnes beaucoup plus, en fait, plus compétentes que moi. Ça, c'était un point de démarquant quand on a commencé à rentrer dans l'entreprise des employés clés, des employés qui sont encore même avec nous autres aujourd'hui, des gens comme Donald, qui sont des ingénieurs qui ont aidé à monter les systèmes. Et puis, il y a des gens qui ont aussi été dans l'entreprise à un certain moment donné, des gens comme Mathieu Smith, qui m'avait embauché à un moment donné, qui malheureusement est décédé, là, mais qui était aussi rentré. Fait qu'il y a plein d'éléments qui est arrivé au niveau du personnel. Fait que pas avec mes idées de fou, mais entouré avec du personnel qui t'aide à pouvoir bâtir des choses comme ça, c'est prendre des idées qui peuvent être concrétisées par la suite avec des actions, soit au niveau technologique. Pour ça, je pense que c'est le point. Puis ça reste encore aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, j'ai des gens dans l'entreprise qui ont continué à joindre à nous. Là, j'ai notre chimiste en chef, Kai, qui est là d'à peu près depuis 8-9 ans. Excellente personne. Un Chinois de souche qui s'est venu étudier aux États-Unis pour au Canada, qui était avec nous, comme je dis, depuis à peu près 8-9 ans. Excellente personne en termes de développement des formulations chimiques. Et puis, on continue d'aller là-dedans avec ça. Fait que pour moi, je pense que ça ne fait que continuer. Et l'élément aussi, si tu regardes, tu sais, une question de timing. Nous, on était bien trop en avant de la parade quand on a commencé l'entreprise. Et là, aujourd'hui, je pense que ça va être une bonne idée. Fait que ça aussi, question de timing avec les gens, ça nous permet de pouvoir aller prendre l'envol dans des technologies qu'on continue d'implanter chez nous. Fait que ça, c'est le côté positif. Les côtés négatifs, écoute, c'est sûr qu'il y en a plein, puis parce que c'est pas vrai, là, c'est pas comme un terrain, ça reste statique. Là, une business, ça bouge, hein, ça bouge avec on parle d'économie, on parle de monde, on parle de, tu sais, regarde, la pandémie, ça a été, je pense que tout le monde peut parler de ça, c'est récent, là. Il y a eu plein de choses qu'on a vécues au cours des années. Moi, à certains moments donnés, j'ai eu aussi à faire, parce qu'on parle de croissance d'entreprise, donc j'ai des décisions à prendre en termes de partenaires, parce qu'au moment où on se parle, j'ai pas d'actionnaire comme tel. On a eu une aide dernièrement de fonds d'action qui est venu injecter quelques dollars chez nous pour nous aider à propulser l'entreprise. Mais ça a été des moments aussi dans le passé. J'ai eu des moments plus difficiles avec des actionnaires. Je parle plus Des partenaires financiers, dans le fond? Partenaires financiers. Il y a eu des changements qui étaient très politisés. Moi, j'ai eu la SGF comme partenaire à un moment donné. Ça, c'était un moment difficile pour moi parce que c'était très politisé. Fait que ça a été un moment, parmi mes moments les plus durs, parce que c'est pas facile tout le temps. Il y a des moments qui arrivent, tu sais, des mauvaises créances, des choses comme ça, des choses où tu sais, des fois, tu te demandes si tu vas être capable de faire payer les payes, tu sais, avoir les payes pour les sous pour les payes. Ça, c'était pas mal. Et puis aussi, on avait fait l'acquisition d'une technologie en Suisse. Et puis, cette technologie-là, mais finalement, eux ont fait faillite. Fait que nous, on a décidé de continuer de l'avance. Et cette technologie ne fonctionnait pas. Fait que ça nous a pris 2 ans pour la faire fonctionner. Fait que ça, c'était des moments, là, je te dirais, là, l'actionnariat à ce moment-là avec le groupe, ça a été difficile parce que ça s'est passé à travers la personne qui s'occupait de notre dossier, elle est décédée. Et après ça, ça a été, c'était à ce moment-là les libéraux, puis là, les PQ, puis là, c'était M. Blanchette qui était au pouvoir, les libéraux rentrent. Là, fait que ça, c'était vraiment difficile pour moi. C'est qu'il n'était pas, ça n'avait rien à voir avec la business. On parlait pas de l'entreprise, on parlait pas soit des moments difficiles ou des bons moments. Ça, moi, c'est des moments difficiles. Puis comme je te disais aussi, quand on a fait en 98, qu'on a acheté la technologie, qu'eux ont fait faillite, le groupe suisse a fait faillite. Et nous, on a pris 2 ans, puis ça a été aussi un autre moment très difficile pour nous parce que c'est une technologie qui fonctionnait pas, qu'on a réussi à faire marcher au bout de 2 ans. Fait que c'était spécial.
Parce que là, c'est ça, de 1984 à aujourd'hui, à quelque part, tu te retrouves dans le QG100. Fait que c'est une entreprise qui est florissante, qui va bien, qui est à l'international. Quand est-ce que tu as commencé à développer à travers tes autres usines? Là, tu mentionnais une au Vietnam. Je pense qu'il y en a une autre. Mais c'est ça. Là, c'est sûr que, tu sais, là, on est fast-forward très en avant. Là. Si tu regardes Ouais. l'entreprise aujourd'hui, on a une boîte à Anjou. On en a une au Vietnam. On en a une en Belgique. On est en train de regarder pour nous ouvrir une au Brésil présentement, dans l'Ouest américain, au Mexique. Fait que nous, là, ça bourdonne. Ensuite, on a une entreprise aussi, parce que ça, c'est une des plateformes qui traite les matériaux électroniques. L'autre plateforme qu'on fait, c'est les plastiques des océans. Donc, on en a une qu'on a installée dans un pays qui est quand même, quand on parle de challenge, là, qui est installée en Haïti. Fait que celle-là aussi, c'est une autre belle histoire avec un challenge, avec un vrai challenge avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est avec l'assassinat du président et tout. Fait que ça, c'est une plateforme qu'on a d'installer là-bas. Et j'ai d'autres entreprises aussi à Ville-Saint-Laurent qui fabriquent des produits en injection là, qu'on fait aussi. Donc, je suis diversifié par rapport à ce que je fais. Le groupe Lavergne, c'est une des entités qui gère la partie recyclage, mais j'ai d'autres entreprises aussi. OK. Puis, le choix de ces localisations-là, c'est parce que c'est proche de ta matière première à toi, qui est un peu le déchet de quelqu'un d'autre, là, finalement, ou il y a d'autres choses derrière ça? Ah non, c'est une bonne question parce qu'initialement, quand on a parti ça, c'est Anjou. Pourquoi je suis parti à Anjou à Montréal? Parce que je suis né ici, là, c'était pas, il y avait pas Pas stratégique tant que c'était ça. pas stratégique d'être là, tu sais. Puis, naturellement, on est capable de desservir bien, là, quand même, l'Amérique du Nord d'ici, là, tu sais, on est capable d'aller aux États-Unis. Le Vietnam, on a parti ça fait 15 ans. Donc, on cherchait, nous, une place parce nous, on a un client chez nous qui est de là depuis au moins 20 ans, 21 années. C'est HP, Hewlett Packard, okay, pour le nommer. Et nous, on a développé toute la fonction d'aller rechercher la circularité de leur cartouche. Fait que la cartouche de fin de vie, ça passe par chez nous. Fait que nous, ça fait 20 ans qu'on l'a comme client, cette boîte-là. Et on avait à ce moment-là aussi des plans ils nous demandaient d'avoir des plans de contingence. Ça n'avait pas d'allure qu'une entreprise du Québec fournisse, tu sais, HP, c'est peut-être 8 milliards, ça, en chiffre d'affaires au détail, la cartouche d'encre. C'est sûr, c'est pas nous autres, c'est pas 8 milliards, là, c'est le boîtier de plastique. Mais tu peux t'imaginer, c'est une des fonctions chez HP qui est très payant, hein, la cartouche de l'encre. Donc, on avait parti un plan de contingence, puis on devait s'installer en Malaisie. Et finalement, on n'a jamais été capable d'avoir notre permis d'opération en Malaisie. Question encore là de politique. Et moi, comme je disais tout à l'heure, j'avais une chimiste qui était vietnamienne. Malheureusement, elle était décédée à ce moment-là. J'ai dit, pourquoi qu'on ne prend pas l'avion, puis on va aller voir qu'est-ce qui se passe au Vietnam, puis on va essayer de s'établir là-bas. Je ne conseille pas ça à personne, là, c'est pas le truc à faire, mais on est arrivé, nous autres, on a trouvé une place en l'espace 3 semaines, 1 mois, on était déjà être capable de pouvoir aller chercher notre licence et tout. Ça a été très, très vite de s'établir au Vietnam. Et là, initialement, c'était vraiment pour pouvoir donner un plan de contingence à un groupe comme HP qui pouvait faire ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, si tu regardes, mettons, comme la Belgique, mais là, c'était plus stratégique pour aller en Europe. Et le mot que ce que tu viens de dire, nous, c'est exactement ça, notre plan d'affaires pour nous, ce qu'on veut se donner aujourd'hui, c'est pas de faire une méga usine, c'est de faire des usines partout où est-ce qu'on est capable d'avoir de la collecte du matériel, de plastique de fin de vie. Et par la suite, c'est sûr, de la clientèle. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une place. C'est comme le Brésil, pour l'instant, c'est 200 millions de population. C'est un marché assez difficile quand même à pénétrer. Nous, moi, c'est parce qu'on connaît quand même bien, on peut dire de quelle manière on regarde ça. Donc, il y a assez d'approvisionnement pour s'établir là-bas. Là, le Mexique, c'est la même chose. L'Ouest américain, c'est la même chose. Pour nous, on regarde où est-ce qu'on peut s'établir, où est-ce qu'on va être capable d'avoir la matière et puis naturellement la traiter. Puis légalement, si tu regardes avec les lois, si tu regardes ce qui s'est passé dans les dernières années, comme tu peux plus envoyer des matériaux là, dans d'autres pays, ça devient de plus en plus difficile. À part que les États-Unis, aujourd'hui, qui n'ont pas encore signé, eux autres, la Convention de Basel, il n'y a plus un pays qui peut envoyer des matières de fin de vie d'une place à un autre. Fait que c'est illégal. Donc, puis en 2025, ça va changer aux États-Unis. Donc, pour nous, je pense que des fois, tu dis en anglais, better be lucky than good, mais le fait de s'établir comme ça nous permet de nous positionner pour avoir la source d'approvisionnement plus proche pour desservir les clients. Puis après, ben là, tu vas avec l'empreinte carbone, plus que tu es proche de tes matières de fin de vie, plus que tu es capable d'avoir une amélioration de ton empreinte carbone aussi là-dessus. Très intéressant. Oui, j'aimerais ça te demander, Haïti, si demain matin je propose à un homme d'affaires, une femme d'affaires d'aller s'installer en Haïti, c'est peut-être pas le réflexe naturel, je dirais, qu'on va avoir. C'est quoi l'opportunité qui vous a amené là-bas? Puis raconte-nous donc ça un peu.
Oui, puis écoute, hein, c'est sûr, quand tu regardes, quand tu tournes le film puis tu es rendu aujourd'hui, tu dirais c'est peut-être pas une bonne idée, mais en 2016, nous, comme je dis, on a développé le client HP. Et à ce moment-là, eux étaient impliqués dans le Clinton Organization, qui était comme, tu sais, do good, là, tu trouvais ça. Et eux avaient été voir un peu ce qui se passait là-bas. Ils voyaient toutes les plastiques, les bouteilles de plastique qui traînaient là-dedans, tout ça. Puis il y avait aussi une mission de vouloir un peu aider, c'est donner quelque chose. Donc, on parle d'éducation, HP connecté avec l'éducation. Donc, ils ont appelé mon groupe pour dire, hey, écoute, là, je sais que quand tu récupères tes vieilles bouteilles de choses comme ça, en Amérique du Nord, serais-tu capable de prendre du stock d'Haïti pour faire ça? Au début, mon équipe a dit, ben non, on a en masse de stock. Tu sais. Et finalement, celui qui s'est occupé de qui s'occupe de notre groupe à ce moment-là, qui était chez HP, m'a appelé et dit, écoute, Jean-Luc, il dit, écoute, c'est un projet peut-être un peu fou, là. Naturellement, quand ça commence comme ça, tout de suite, je suis très écoutant, moi, des produits fous, j'aime ça. Donc, il dit, écoute, il dit, on aurait une idée d'aller chercher le produit d'Haïti, puis faire justement nos cartouches avec ça. Fait que, longue histoire courte, j'ai dit, ben écoute, on va sortir d'un avion pour aller voir ça. Allez là. Et c'est là que j'ai vu vraiment, j'ai dit, tu sais, quand on parle de ESG, là, en 2016, ça se parlait pas bien, le ESG. Et le côté S, qui est le côté social, moi, je voyais ça comme une maudite belle affaire, où est-ce qu'on peut se servir de notre technologie et faire en sorte qu'on peut créer de la richesse à cet endroit-là. Tu sais. Parce qu'on a fait, ça a commencé très petit. Il y avait quelqu'un qui faisait la récupération. On envoyait ça ici, puis on faisait le traitement. Et puis, ça a commencé comme ça. Puis là, après ça, HP a fait un vidéo qui s'appelle Rosette Story. C'est sur YouTube, le Rosette Story. Et là, quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai dit, ça n'a pas d'allure. Là. J'ai dit, les gars, on peut faire bien plus que ça. Fait qu'ils ont dit, qu'est-ce que tu peux faire? Ben, j'ai dit, on va installer une usine là-bas. Fait que, longue histoire courte, parce que finalement, on a fait ça. Vous allez voir comment est-ce qu'on parle aussi quand on parle de résilience puis de complexité, là, parce qu'Haïti, c'est complexe. Fait que finalement, longue histoire courte, on a dit, OK, on part l'usine, fait qu'avec HP en collaboration, on a acheté l'équipement, puis HP, on a fait une entente avec eux où ils nous prêtaient un peu de sous, puis on les repayait par matériel. Fait que c'est une entente qu'on avait avec eux. Fait que ça nous permettait, moi, je voulais avoir, dans un contexte de complexe, des choses comme ça, d'avoir quand même quelqu'un qui était un plus gros joueur que nous autres. Et finalement, le 18 mars, la journée que la pandémie a été déclarée, là, mais nous, les containers, on avait 10 containers qui étaient rendus sur l'île, prêts à installer l'usine. Donc, on ne peut pas y envoyer. Je ramène le monde qui commençait à démarrer l'usine, démarrer l'installation. Donc, jusqu'au mois de mai, si je ne me trompe pas, rien qui s'est passé, on ne peut pas rien faire. Puis là, à un moment donné, il y avait le concepteur de machine, c'est un équipementier allemand. Et puis, eux, il y avait une partie qui devait être faite en clé en main, donc ils pouvaient faire l'installation et tout et tout. Mais là, ça se faisait pas. Fait que finalement, moi, je suis arrivé avec mon ingénieur, je disais, écoute, on va installer des caméras, puis on va installer l'usine à distance. Tu sais, on fait des appels à distance, mais installer une usine à distance avec du monde en plus qui n'avait jamais fait ça. Fait qu'on a réussi à trouver du monde là-bas. On a bâti une équipe. Normalement, écoute, ça prenait 7 semaines d'installation. Ils l'ont fait en 6 semaines parce qu'ils couchaient là-bas, eux autres. Et puis, on a réussi à bâtir l'usine à distance avec des caméras. Le concepteur allemand, au début, il dit, écoute, il dit, on ne te donnera pas ta garantie. Ben, je n'aurai pas besoin de me donner ta garantie. On ne l'installera jamais, on va faire faillite. Fait que finalement, il a accepté de se prêter au jeu, mais finalement, on a réussi à bâtir ça. Puis il y a eu une petite fenêtre parce qu'on a été capable d'aller faire le start-up. Donc, quand on a fait le start-up, il faut qu'on envoyait quelqu'un de l'Allemagne avec du monde de chez nous. On a réussi à faire le start-up là-bas et ça a été une réussite totale. Malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Haïti? Puis la pression, nous, notre usine était à une place qui s'appelle Croix des Bouquets. Fait qu'on on est dû être fermé depuis le mois de septembre. Là, on commence à avoir un peu d'activité. Mais c'était malheureux parce que ça s'emmenait très bien. On avait environ 1200 familles qui récupèrent le plastique là-bas. On avait 75 employés qui travaillaient dans l'usine. Et ça fonctionnait très, très bien. Et puis, d'ailleurs, cette plateforme-là, on veut la répliquer présentement. Je regarde un projet au Vietnam, je regarde des projets au Ghana puis en Côte d'Ivoire pour pouvoir répliquer la même chose. Parce que, tu sais, nous autres, c'est ça qui est intéressant. Une fois qu'on l'a fait ailleurs, on est capable de répéter ça dans d'autres endroits. On va essayer de se trouver une place parce que le climat politique va être un petit peu plus allégé que ce qui se passe en Haïti. Ça devrait pas être trop dur à trouver moins pire. On te le souhaite, en tout cas. Quand tu regardes des choses comme ça, la gang, tu sais, nous autres, on est à une place qui est à Croix-des-Bouquets, puis un des groupes de gangs de rue qui est là présentement. Puis là, c'est en train de se, je dirais, résorber. C'est en train de s'accepter, mais dans notre coin, c'est encore une place qui est encore très fragilisée. On n'est pas encore prêt d'ouvrir l'usine, mais on est quand même capable de sortir notre stock parce qu'on avait quand même produit beaucoup de matériel pendant ce temps-là. Mais j'ai bon espoir que ça va finir par se régler à un moment donné. Là.
J'ai une autre question pour toi, Jean-Luc, qui est complètement un peu un autre. On va sortir un peu de l'entreprise, puis parler un peu tu sais, de Jean-Luc, l'investisseur, je vais dire ça comme ça. Donc, tu as tes entreprises privées, tu as nommé évidemment Lavergne qui semble être la plus importante, plus quelques autres. Fait qu'évidemment, tu as certainement une bonne partie de ton patrimoine là, tu sais, qui est la valeur de tout ça. Une question qu'on se fait toujours poser par les gens d'affaires, c'est les autres gars comme moi, ils font quoi? Ils investissent dans quoi? Ils investissent comment? C'est quoi les industries qui les intéressent? Donc, à l'extérieur de tes opérantes, quels sont les investissements qui t'intéressent et dans quoi tu aimes te On, diversifier? on parle de mentors, alors on me parlait des mentors. Tu sais, moi, j'ai connu au cours des années un des mentors puis, qui s'appelle Jerry Shapiro. Jerry Shapiro, dans son vie du passé, c'était l'ancien propriétaire des magasins Discus. Donc, on remonte à très, très loin. Là. Fait que lui, il a vendu ça, puis il est dans l'immobilier. Donc, c'est un mentor et on a investi ensemble. Il est dans une des entreprises aussi que je fais l'injection avec moi. On a investi dans l'immobilier. Fait que moi, c'est mon partenaire, mon mentor. Jerry, il y a quelques années plus que moi. Je pense qu'il est rendu à 80, mais 80 jeune. Tu sais, puis encore bien actif. Fait que moi, c'est I look up to it. C'est quelqu'un avec j'ai une belle complexité. Complicité. C'est d'ailleurs le groupe Lavergne, quand on a déménagé en Anjou, c'était lui qui était propriétaire de la bâtisse. J'ai acheté la bâtisse de lui. Puis là, ça fait plus de vingtaine d'années que je l'ai comme partenaire, comme mentor et bouncing back. Là. Tu sais, des fois, à l'occasion, on est capable de jaser avec ça. Fait que ça, c'est un très, très bon partenaire qui est avec moi depuis longtemps. OK. Puis, mis à Donc, part l'immobilier. l'immobilier, ouais, l'immobilier, y en a-tu un deuxième? C'est quoi? C'est ça. C'est que j'ai d'autres entreprises, puis c'est ça ma petite leçon là-dedans, c'est fais attention, n'embarque pas dans quelque chose que tu connais pas. J'ai investi dans une entreprise au Vietnam encore dans la construction où est-ce qu'on fait les choses, mais c'est une entreprise que je connaissais pas. J'ai eu un hôtel, c'était un fiasco total. Fait que pour moi, mon petit commentaire avec ça, c'est fais attention dans quelque chose que tu ne connais pas. Puis bon, là, normalement, bon, on peut aller sur le marché, le stock market, des choses comme ça pour moi, Ouais. c'est plus basic, là. Mais pour moi, moi, dans mon cas, moi, je pense que ça serait l'immobilier que je continuerai à faire comme je fais là. OK. Intéressant. Une autre question. Donc, tu as la chance de rencontrer Jean-Luc, mais Jean-Luc, à quelque part entre l'âge de 15 ans, 23 ans, Jean-Luc le patenteux, le créatif, qui a peut-être une petite fibre entrepreneuriale, qui commence à vibrer en dedans, puis tu as envie de lui donner un, deux, trois conseils d'affaires avec la sagesse que tu as atteint aujourd'hui, si on peut appeler ça comme ça. Ça serait le fun hein, de recommencer ça pour savoir tout ce que tu sais. Moi, je pense que l'idée, moi, ça va rester comme ça, c'est qu'à un moment donné, si tu as une idée puis tu es convaincu que c'est quelque chose de bon, je pense que c'est faut que tu pousses à fond. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile de partir en affaires, mais c'est plus dur de la maintenir. Aujourd'hui, c'est accessible. Tu peux être assis dans un bureau 10 par 10, puis tu peux avoir l'aide d'une entreprise mondiale, c'est avec ce qu'on pense en termes de médias sociaux et tout. Par contre, à un moment donné, c'est la substance. C'est le genre d'activité de produit. Moi, ce que j'ai appris à mes dépens, c'est que nous, ce qu'on fait aujourd'hui, on va dans des produits à valeur ajoutée appréciables. Fait qu'il faut que tu fasses des marges aussi dans ce que tu vas faire comme produit. Donc, si c'est quelque chose que tu peux faire, ça serait ça que je regarderais. Et t'entourer de bonnes personnes, ça, c'est jamais trop dit. Puis pour moi, quand je parle de mentor, ben tu sais, aujourd'hui, même chez nous, chez le groupe Lavergne, moi, je me suis créé moi-même un comité, puis c'était des gens que je connaissais pas. J'avais même fait affaire avec un avocate qui m'avait aidé à recruter des gens qui font partie de mon comité aujourd'hui. Ça, j'y crois beaucoup, beaucoup, parce que l'expérience de d'autres personnes, le vécu d'autres personnes, très, très important. Donc, j'ai un avocate qui est à l'international, qui est chez nous. J'ai un ancien investisseur qui travaillait dans une firme de boîte d'investisseurs. J'ai aussi un monsieur qui était entrepreneur dans une boîte en question d'automobile. Donc, c'est les gens de personnes qui font partie de mon groupe depuis environ 4-5 ans qui m'aident à monter un peu là-dedans. Puis naturellement, dans mon cas, moi, je suis tu sais, la business, c'était bien trop en avant de notre temps. Là. Ça aussi, tu sais, je veux dire, j'avais entendu, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé une information ou sur un documentaire sur un journaliste qui avait fait des recherches sur 100 entreprises. Puis il avait découvert, c'était le dénominateur commun pour le succès, parce qu'il y a bien des raisons que tu vas tu vas faire un succès dans l'entreprise. Il y a un dénominateur commun. Et c'était le timing.
Et si le timing, tu sais, tu regardes Musk, qu'est-ce qu'il a fait, tu regardes les gens d'Airbnb, tu sais, dans le temps 2008, les gens, tu sais, t'aurais jamais pensé de prêter ta maison à d'autres mondes. Mais aujourd'hui, c'est ça qui est arrivé. Fait que pour moi, le timing, c'est aujourd'hui. L'industrie de plastique, tu sais, a été ce dinosaure, là, tu sais, ceux qui ont produit des grosses usines pétrochimiques depuis plus de 100 ans. Puis quand on parle de faire le plastique recyclé, ben, moi, je trouve que là, présentement, là, notre créneau, c'est 3-5 ans qu'on a pour vraiment faire exploser ça. Fait que l'autre conseil que je donnerais à quelqu'un, si tu es capable de regarder ça, fais attention, le timing est important. Tu peux avoir le meilleur produit, la meilleure idée, mais si le timing n'est pas bon, ça coûte cher. C'est dur de passer à travers ça. Je suis intéressé que tu nous parles un peu plus de ce deuxième comité-là. Fait que donc, tu as un conseil de famille, ça c'est une chose. Puis là, tu viens de parler d'un comité avec avocates, hommes d'affaires. Ce comité-là, vous vous rencontrez sur quelle base? C'est quoi un peu l'ordre du jour, les sujets? Oui, ça, Comment tu utilises ça? C'est comme un conseil d'administration. Normalement, quand tu regardes en entreprise, tu crées un conseil d'administration, mais un conseil d'administration, ça amène aussi un carcan. Parce qu'il y a quand même une question de l'égalité, des choses comme ça. Donc, au lieu de faire ça, ce que j'ai fait, j'ai créé un comité. Donc, tu n'as pas la pression légale, tu sais, par rapport à les administrateurs qui sont dans cette chose-là. Et oui, c'est des gens qui se sont joints à ce groupe-là. Donc, on leur donne un jeton de présence, mais ils viennent pas pour ça. Là, ils viennent vraiment pour partager leur expérience. Enfin, on se rencontre pareil comme un conseil d'administration à tous les quarts. Et puis, c'est ce qu'on fait. Là, on a eu des petits changements par rapport à ce qu'on a fait dernièrement. Il y a eu des petits changements. Mais normalement, là, c'est à tous les quarts. Comme pareil comme un conseil d'administration. La grosse différence, c'est que vu que c'est pas aussi régimenté comme sur une gouvernance, mettons, de conseil, les gens, ça peut parler plus. Ça amène vraiment, moi, je trouve que ça met plus de viande alentour de là. Ça fait pas rien non plus. J'en ai eu des conseils d'administration dans le temps quand j'avais les SGF, des choses comme ça. Tandis qu'avec ce groupe-là, mais c'est un groupe de travail qui viennent, puis ils viennent pour m'aider, pour aider l'entreprise. C'est quelque chose qui est. Puis ça, j'ai aussi, moi, je suis allé suivre un cours au niveau de conseil d'administration. Il y a un cours complet pour devenir, si tu peux embarquer sur tes conseils, mais un cours beaucoup plus simple. Moi, je conseille ça à tous les entrepreneurs d'aller suivre ce cours-là s'ils n'ont jamais eu de conseil d'administration ou jamais eu de comité, de regarder ça. Je trouve que c'est une Moses de bonne façon de t'entourer de personnes parce que, tu sais, en anglais, ils disent get lonely at the top quand tu es tout seul dans l'entreprise ou si c'était ton groupe proche. Et là, tu vas chercher du monde de l'extérieur. Gros avantage avec ça. Et la formation dont tu parles, c'est quoi? Comment ça Ouais, je s'appelle? me rappelle pas du nom, mais tu as une formation qui se donne pour devenir, mettons, quand tu vas être sur un conseil d'administration. C'est la formation en dessous de ça qui donne, c'est une journée. Moi, j'étais allé la faire à Québec. Et puis, ça te donne une idée parce que si je t'en bâtir un conseil d'administration, des fois, tu sais, quand tu as des investisseurs qui rentrent en place, puis moi, je sais qu'éventuellement, c'est ce qu'on va avoir besoin parce que dans notre mode de croissance, on n'aura pas le choix de passer à travers ça. Mais ça me fait pas peur parce que je sais que c'est bon. Mais un conseil, la différence entre un conseil d'administration et un conseil consultatif, comme je parle présentement, c'est que vu qu'il n'y a pas le carcan, c'est ça. Mais si tu n'as jamais fait ça, ça serait le fun d'aller suivre le cours d'une journée, là, ça se donne, puis c'est pas tellement cher. De voir Parfait. l'impact, de voir l'avantage de faire ça. Je t'invite après coup, si tu en as l'occasion, si tu peux retrouver, puis on va même le mettre en bas de page parce que ça semble pas mal intéressant. Oui. Dans quoi d'autre tu te formes? Est-ce que tu es quelqu'un qui lit, qui écoute des audiobooks, qui écoute des podcasts, des masterclass? Dans quoi tu te développes? All of the above. All of the above. Je lis, je regarde ça. C'est sûr et certain, il y a une question. Tu sais, dans les affaires, c'est beau, là, tu sais, ce qu'on regarde, plastique, technologie, tout ça, c'est sûr, je regarde ça, mais tu sais, le plastique aussi, c'est une chose, mais on fait affaire avec du monde, donc la psychologie. Comprendre c'est quoi les gens. C'est moi, c'est des choses que je travaille beaucoup là-dessus. Tu sais, des Simon Sinek, par exemple, c'est quelque chose que tu sais, je mets beaucoup d'emphase sur ce genre de façon de voir les choses pour regarder comment est-ce qu'on peut attaquer, parce qu'aujourd'hui, tu es aussi fort que le plus faible maillon de ta chaîne. Donc, c'est important que tu travailles avec les gens là-dessus. Pour moi, c'est un peu la façon que je vis. Jean-Luc, tu es souvent dans les avions, dans les aéroports. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu profites pour faire ces lectures-là où ton siège est devenu ton second bureau dans un avion? Qu'est-ce que tu fais? Je te dirais oui jusqu'à dernièrement, parce qu'à cette heure, dans les avions, tu as Internet qui peut fonctionner, surtout des voyages. Fait qu'aujourd'hui, tu es connecté même quand tu ne voulais pas l'être. Ouais. Donc, moi, je suis une personne qui ne dort pas beaucoup. Fait qu'en moyenne, je dors à peu près 3-4 heures par jour. Fait qu'à 3-4 heures du matin, quand je suis debout, souvent, je fais ça. La fin de semaine,
Fait que moi, j'ai pas de temps, tu sais, je me prends pas un temps. L'avion était dans le temps ça, mais aujourd'hui, avec la possibilité d'avoir Internet, des fois, je tombe dans le trou de dire, il faut répondre aux emails, tout ça. Fait que c'est un petit peu plus difficile que c'était il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Écoute, j'aimerais ça te ramener, si tu me le permets, sur l'aspect familial, parce que tu nous as parlé de ton conseil de famille qui adresse, ce que j'ai compris, des événements présents. Là. Donc, tu sais, il y a des préoccupations, il y a de l'éducation aussi, il y a de la formation. Donc, mais souvent, un entrepreneur comme toi qui a accumulé un patrimoine important au fil des années, il y a l'après aussi. Il y a l'après, Jean-Luc. Comment ce patrimoine-là va se partager, se diviser. Je pense que la notion aussi de vouloir maintenir l'harmonie familiale, parce qu'autrement, tu n'aurais pas créé ce conseil de famille-là. Mais le après, Jean-Luc, as-tu déjà réfléchi à ça? Est-ce que tu as déjà commencé à mettre des outils en place ou des structures qui vont permettre de distribuer ton patrimoine d'une façon ordonnée, puis que ça maintienne l'harmonie? Qu'est-ce que tu as pensé là-dessus jusqu'à maintenant? Là, est-ce que tu parles pendant que je serai plus là ou bien pendant que je suis encore là? Ben écoute, tu peux aborder les deux. Parce que c'est sûr que quand tu n'es plus là, ben là, c'est sûr que c'est un peu différent. C'est sûr que là-dessus, c'est déjà planifié parce que c'est quand même assez complexe. Hein. J'ai pas la structure est quand même complexe, donc j'ai des gens d'externe qui vont gérer cette partie-là, qui font partie de mon testament. Mais naturellement, de mon vécu, si je peux dire ça, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a créé le conseil de famille pour vraiment aussi aller dans ces genres de sujets-là. Comment est-ce qu'on va structurer ça? Comment est-ce qu'on va regarder ça? Bon, moi, je suis séparé avec mon ex-conjointe, malgré que ça, par contre, on a une conversation, on a encore une relation qui est très bien, là. Je veux dire, il y a pas de chicane, elle vient passer Noël ici ou je vais chez elle. Avec 4 enfants, on a réussi à rester adulte tout le long de cette période-là, c'est une vingtaine d'années. Et puis aujourd'hui, ben, notre plus grande fierté, c'est que je vois les 4 enfants, malgré qu'on est quand même loin, ils sont très proches l'un de l'autre. Ça, pour moi, Oui. ça, c'est une affaire importante. Par contre, quand tu viens mettre les sous, tu viens mettre le cash là-dedans, en anglais, it muddies the water. Fait que c'est sûr qu'on veut essayer d'amener ça. Et puis, c'est sûr que l'éducation de mes enfants, moi, mes enfants, bon, je pense qu'il n'y a pas manqué de rien, mais je pense qu'ils ne diront pas qu'ils ont été gâtés, puis encore aujourd'hui, c'est ça. Fait que, de mon vécu, je vais essayer de m'arranger le plus possible que ça soit fair. J'ai ma conjointe que j'ai avec moi ici depuis quand même quelques années aussi. Fait que c'est sûr que, tu sais, si jamais je suis plus là, bien, les gens vont être protégés par rapport à ça. Je parle pendant un certain temps. Mais c'est sûr qu'à moyen terme, quand les enfants, à un moment donné, mon but, c'est que c'est eux autres qui vont hériter de ça. T'sais. Parce que moi, je sais pas comment ça s'écrit ça, retardé ou retiré, comment on dit ça, retarded? Donc, moi, me retirer, je sais pas pantoute mon intention. Donc, c'est sûr et certain que je ne vais pas disparaître. Bon, l'entreprise, je pense que présentement, on est en train de la structurer pour continuer encore longtemps avec, parce que le timing est bon. Mais je te dirais que du point de vue personnel, le conseil de famille va probablement m'aider à tout mettre ça en place. Donc, j'espère de pas j'espère de pas crever avant d'avoir fini de faire ça. Mais l'essentiel, je pense, c'est d'y réfléchir puis de prendre des actions dans ce sens-là. Puis tu viens de nous montrer que on peut pas faire ça sur le coin de la table ni faire ça à la dernière minute. Prends une grosse table. Non, tu peux pas faire ça à la dernière minute. Puis naturellement, écoute, moi, j'en ai pour avoir été dans d'autres groupements, à un moment donné, le père décède, puis l'enfant hérite de la business, puis c'était pas préparé. Des fois, tu peux pas le prévoir, là, des choses que ça arrive. Mais dans un contexte qu'on est capable d'aller le faire le mieux possible, c'est ce que je fais présentement. C'est ce qu'on est en train de regarder avec mes enfants. Parfait. Parfait. Merveilleux. Jean-Luc, tranquillement, on arrive à la fin de du temps qu'on avait prévu avec toi, puis on a vraiment l'intention de le respecter. Je te propose une chose, on rencontre plein d'entrepreneurs, évidemment, au quotidien, puis on en rencontre pour le podcast. Au fil du temps, on développe des bonnes questions. Hein. Tu parlais tantôt de Simon Sinek, par exemple, tu sais, que sa bonne question à lui, c'est why. Start with why. Si toi, tu avais une question que tu aimerais qu'on pose à tous les prochains Jean-Luc qui vont venir à notre podcast, une question qui a tendance à faire sortir quelque chose qui t'intéresse. Si je te proposais ça, qu'est-ce que tu me lancerais? C'est une bonne question. Moi, tout à l'heure, ce qui m'a vraiment frappé, c'est le timing. Tu sais, quand je parlais d'un timing, avoir parti de l'entreprise, quand tu me disais tout à l'heure, tu me disais, tu sais, en 84, 85, t'aurais-tu pensé à ça? Je t'aurais dit ça, tu sais, j'aurais-tu été plus vert, tu sais, que ça, j'étais quelqu'un qui était Greenpeace, pas en tout, là, tu sais, j'étais pas de ça, là, j'étais pas,
Moi, je pense que la question, c'est êtes-vous dans votre X par rapport à votre timing? C'est le genre de bebelle qui est là parce que c'est difficile si le timing n'est pas là. Fait qu'il faut que tu prépares ton coup, faut que tu t'arranges en fonction de ça. Moi, pour l'avoir vécu, là, si j'aurais pu dire ça, peut-être que le timing n'aurait pas été fait comme il est là, ou encore là aussi, des fois, tu n'as pas une boule de cristal pour dire comment ça va se passer. Moi, je te dirais timing is everything. Et puis dans le contexte, moi, je regarde ça un peu comme une question. T'es-tu dans ton timing présentement? C'est-tu un timing? C'est ton entreprise? C'est-tu quelque chose? C'est-tu un secteur d'activité qui est en pleine croissance? Aujourd'hui, l'électrification des voitures, c'est rendu une chose commune. Moi, je prends cet exemple-là parce que c'est tellement public. Sans parler de l'individu, mais cette personne-là a changé l'industrie. Donc, tu parles d'un timing assez excellent, mais il n'a pas inventé la voiture électrique, il a juste dans le bon timing. Naturellement, il faut travailler fort là, pour ça, là. Mais ça, pour moi, ça serait ça. Ce serait probablement ma question ou ma réflexion à faire le plus. Le plus. Est-ce que quand on est impliqué comme toi dans le monde des affaires, puis dans les tendances mondiales aussi, tu as réussi à prendre un produit mal aimé, puis à trouver une opportunité avec ça, puis de rendre ça profitable aussi. Tu viens de parler de la voiture électrique. Est-ce qu'il y a d'autres industries en ce moment que tu vois qui sont justement qui sont mal aimées, qui sont mal positionnées, qui pourraient venir faire changer notre environnement à nous, notre monde tel qu'on le connaît aujourd'hui? Mais quand tu dis que le plastique, là, j'ai réussi, moi, je peux te dire que je suis loin d'avoir réussi parce que tu regardes toute la pression qu'on a aujourd'hui parce que le plastique a quand même très mauvaise presse. Hein? Oui. Aujourd'hui, tu trouves très, très mauvaise presse. Donc, aujourd'hui, nous, c'est démontrer hors de tout doute que qu'est-ce qu'on fait, on le fait bien, puis qu'on est capable de le répéter. Parce que dans mon secteur, là, je parle de mon secteur quand on parle de timing, là, les gens commencent à vouloir écouter. Mais ils ont tellement soit de mauvaises expériences ou une perception qu'un produit de deuxième, un produit recyclé, c'est deuxième ordre, troisième ordre. Fait que moi, je te dirais que dans mon secteur, là, je suis pas sorti encore en disant hey, oui, ça marche. Ce qu'on a réussi à faire, parce que pendant toutes ces années-là, c'est qu'on a tellement d'applications commerciales, des clients on a HP, je disais, on a Dyson, Keurig, des gens Microsoft, Sonos, c'est des gens avec qui, des grands donneurs d'ordre qui utilisent du plastique vierge, qui ont décidé d'embarquer dans notre journée à nous autres, mais pour réduire leur empreinte carbone. Okay? Donc ça, ce secteur d'activité-là, tout ce qui est relié à réduire l'empreinte carbone est, d'après moi, quelque chose qui va prendre vol. Ça serait ça. Fait que pour moi, le plastique, c'est là que je suis dedans. Il y a d'autres composantes là-dedans qui peuvent aider à réduire l'empreinte carbone. Ça serait probablement la chose que je verrais le plus. Le restant, le savoir, des fois, je pourrais vous le dire, mais je serais menteur de vous dire voici, c'est ça qu'il faut que tu fasses. J'ai pas la science infuse. C'est pas parce que tu es en affaires que tu es en même temps, tu viens avec un cerveau qui te donne toutes ces idées-là. Là. J'ai mes limitations, moi aussi. C'est certain, mais souvent, on est exposé par nos rencontres ou les voyages qu'on fait, toutes sortes de tendances. Puis... C'est sûr, tout ce qui est AI, tout ce qui est, tout ce que tu entends présentement, là, aujourd'hui, c'est tellement évident, là, quand l'intelligence artificielle, c'est puissant, là, tout ce qui se fait, là, moi, je pense que ça, c'est un autre créneau qui peut être développé. Encore là, moi, tout ce qui est environnement, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire encore là-dedans, puis je pense que c'est un secteur, ça, je pense pas qu'on va manquer de job là-dedans. Je pense que c'est quelque chose qui est possible. Avez-vous commencé à l'utiliser, à l'intégrer chez vous, l'intelligence artificielle? Est-ce que ça commence à prendre une place? C'est pas où est-ce que j'aimerais que ça soit, parce que moi, je suis déjà 3 ans en avant de la chose, mais c'est quelque chose qu'on est en train de regarder. On s'en sert un peu. On a beaucoup, beaucoup de systèmes automatisés. T'sais, chez nous, c'est très automatisé. Quand tu rentres dans l'usine, c'est surprenant de voir le si peu de gens qui sont là pour faire traiter la matière. Mais encore, je te dirais qu'on n'est pas encore rendu à la version. Puis je pense que ça, on sera jamais rendu. Je pense que ça va tout le temps évoluer. Là. Moi, je te dis ça. Mais je pense qu'on a encore un petit peu de part à faire par rapport à ce qu'on voit là aujourd'hui au niveau de l'intelligence. Ben écoutez, messieurs, on est arrivé au bout du temps que tu nous avais accordé, Jean-Luc. C'est déjà extrêmement apprécié. Merci beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de take-away de la rencontre, mais celui que je vais retenir, c'est vraiment est-ce que tu es sur ton X par rapport au timing? Il faudrait que tu me la rephrases, en fait. Je suis plus certain comment tu l'as phrasé, toi. Tu l'as très bien dit. C'est ça? Au niveau de ton timing, tu es sur ton X. Autrement dit, là, le moment, le temps par rapport à l'industrie, parce que ça, c'est vrai, hein, tu peux avoir le plus gros produit sur la Terre, mais si le monde ne le veut pas, c'est là qu'on voit là. Fait que pour moi, je te dirais, ça serait
mon one shot là-dessus. C'est bon. On va le partager à tout ton réseau puis le nôtre. Parfait. Merci beaucoup de ton temps, Jean-Luc. C'est vraiment, vraiment apprécié. Puis, ça nous a fait plaisir de te rencontrer aujourd'hui. J'espère que j'ai pu au moins donner un peu de bouillonnement aux gens là, qui vont écouter ça, puis dire, écoute, il faut aller en affaires, il ne faut pas arrêter, il ne faut pas avoir peur. Mais merci encore à vous deux.